Non, 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 non. Non. Il fait genre, tu sais, je sais pas. Cela fait plus de 2 jours que le cessez-le-feu est entré en vigueur et seulement 7 navires ont traversé le détroit d'Ormuz. 6 d'entre eux étaient des cargos et un seul était un pétrolier appartenant aux Chinois. Le cessez-le-feu reste en vigueur malgré de nombreuses tensions. Du point de vue des États-Unis, ceci ne frappe plus en Iran. Mais l'Iran a continué d'attaquer les pays du Golfe. Israël a continué d'attaquer le Liban et le Hezbollah a continué d'attaquer Israël. Donc, d'une certaine manière, les combats continuent, mais il semble que le cessez-le-feu tienne toujours. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que l'Iran ne s'est pas retiré des négociations. Mais ce que l'Iran a fait, c'est qu'il a annoncé publiquement qu'ils n'ouvriront pas le détroit d'Ormuz à la circulation normale pendant toute la durée du cessez-le-feu. Je pense qu'ils attendent un accord de paix durable. Voici plus de détails. Nous suivons la situation heure par heure, tout comme la Maison-Blanche. Connor Hansen a une mise à jour depuis la pelouse nord. Bonjour Connor. Bill, bonjour. Seuls quelques navires ont pu traverser le détroit d'Ormuz depuis le début du cessez-le-feu. Et des questions sur le fait de savoir si le détroit est réellement ouvert pourraient mettre à l'épreuve cet accord déjà fragile. Jusqu'à présent, l'Iran a maintenu son contrôle strict sur cette voie maritime vitale, indiquant apparemment aux médiateurs qu'il limiterait le trafic à environ une douzaine de navires par jour. Et ces navires pourraient devoir payer des péages et se coordonner avec le corps des gardiens de la révolution islamique. Seuls 5 navires ont traversé le détroit hier, selon la société Kepler. Et les données du trafic maritime montrent que tous ne transportaient pas du pétrole brut. Actuellement, les médias russes nous donnent plus de détails que les médias iraniens. Et selon Moscou, l'Iran a annoncé qu'il n'autorisera pas plus de 15 navires par jour à traverser le détroit d'Ormuz dans le cadre de cet accord de cessez-le-feu. En réalité, nous ne sommes pas certains que ce chiffre de 15 faisait partie de l'accord de cessez-le-feu ou non, car personne n'a rendu l'accord public. Chacun a publié les parties de l'accord qui soutiennent sa position, mais nous ne connaissons toujours pas la majeure partie de ce qui a réellement été convenu. Nous allons en parler dans un instant. Mais avant cela, voyons pourquoi cet accord de cessez-le-feu semble si fragile. Et cela a beaucoup à voir avec les frappes qui se poursuivent, à commencer par la frappe israélienne qui a eu lieu au-dessus du Liban. Et c'était de loin la plus grande frappe qui ait jamais eu lieu dans cette guerre qui a commencé il y a environ 40 jours. Passons rapidement en revue le contexte de la guerre entre Israël et Hezbollah, car c'est un sujet que nous n'avons pas vraiment abordé sur la chaîne jusqu'à présent. Juste après le début de la guerre entre Israël, l'Iran et les États-Unis, le Hezbollah, par solidarité avec Téhéran, a commencé à tirer des roquettes depuis le sud du Liban vers Israël. Cela a déclenché l'offensive israélienne contre le Hezbollah, qui s'est ensuite intensifiée d'elle-même. Actuellement, les États-Unis ne participent pas à la guerre d'Israël contre le Hezbollah, mais ils sont impliqués dans la guerre qui se déroule en Iran. Parce que, comme vous vous en souvenez, pendant les négociations, l'un des points sur lesquels les États-Unis insistaient était que l'Iran cesse de soutenir ces groupes supplétifs à travers le monde. En gros, qu'il arrête de leur donner de l'argent. Le Hezbollah est de loin le plus grand groupe supplétif soutenu par l'Iran. C'est pourquoi le Hezbollah a lancé des roquettes sur Israël après les attaques d'Israël et des États-Unis contre l'Iran, agissant ainsi par solidarité avec Téhéran. Mais il y a aussi un aspect financier. L'Iran paie la plupart des dépenses du Hezbollah. Donc, ils doivent combattre pour l'Iran s'ils veulent continuer à recevoir son argent. Maintenant, du point de vue israélien, il est logique qu'ils aient commencé à frapper des cibles du Hezbollah, car c'est le Hezbollah qui a commencé à tirer des roquettes sur Israël en premier. Mais pour moi, ce qui est un peu déroutant, c'est la frappe qui a eu lieu hier. Comme je l'ai dit auparavant, c'est de loin la plus grande frappe de cette guerre. C'est plus important que la frappe qui a éliminé Khamenei. Mais encore une fois, il était à découvert, donc il n'était pas nécessaire d'avoir une grosse frappe pour l'éliminer. Mais encore une fois, c'était de loin la plus grande frappe. C'était dans une zone qu'Israël n'avait pas vraiment ciblée auparavant. Et c'était aussi dans une zone civile, où Israël n'a vraiment donné aucun avertissement pour que les gens évacuent avant la frappe. C'est pourquoi on voit un nombre aussi élevé de victimes dans la région. Alors que j'enregistre ceci jeudi matin, le nombre de victimes dépasse les 200, et plus de 200 personnes sont mortes, plus de 1000 personnes ont été blessées lors de cette frappe. Et il y a une réaction de rejet généralisée de toutes parts. Les pays européens condamnent cette frappe. L'Iran condamne la frappe et essaie de s'en servir comme prétexte pour se retirer des négociations. L'Iran a affirmé que le Liban était inclus dans l'accord de cessez-le-feu. Cela signifie que cette frappe viole essentiellement l'accord accepté par l'Iran, les États-Unis et Israël.
Dans un instant, nous allons revenir sur tous les échanges qui ont eu lieu autour du Liban, et sur la question de savoir s'il faisait partie du cessez-le-feu ou non. Mais plus important encore, la chose la plus essentielle ici, c'est que le peuple libanais souffre vraiment de cette situation. Parce que je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous le sachent, mais le gouvernement libanais et la grande majorité de la population libanaise ne sont pas d'accord avec le Hezbollah. Ils veulent que le Hezbollah quitte le pays. Mais malheureusement, le Hezbollah est tellement puissant que même le gouvernement libanais n'a pas la force militaire nécessaire pour intervenir et en gros les chasser du pays. Et c'est le Hezbollah qui tire des roquettes sur Israël. Puis Israël réplique. Dans cette guerre, ce sont les Libanais qui souffrent, bien qu'ils ne veuillent rien avoir à faire avec cette guerre. Voici plus de détails à ce sujet. La colère qui m'a été exprimée par différents Libanais, je suis allé rencontrer des ministres du gouvernement, j'ai rencontré des responsables publics, j'ai rencontré des bénéficiaires de l'International Rescue Committee, j'ai rencontré notre propre personnel. La colère est largement répandue. Il y a de la colère contre le Hezbollah pour avoir entraîné le Liban dans la guerre. Il y a de la colère contre Israël pour la manière dont il mène la campagne. Il y a de la colère contre l'Amérique. Il y a de la colère contre leur propre gouvernement. Il y a beaucoup de colère. Et la tension est forte parce que toute une société est en danger. Deuxième point, il y a aussi de la colère parce que le Liban est une urgence silencieuse. Cette urgence est ignorée. Merci de m'avoir invité dans votre émission pour parler du Liban. Mais dans ma propre organisation, nous avons dû réduire de moitié le nombre de membres du personnel que nous avons au Liban, passant d'environ 220 à 105 au cours de l'année écoulée, précisément à cause des réductions de financement que vous décrivez. Globalement, l'aide humanitaire a chuté de 50% l'an dernier, surtout sous l'impulsion des États-Unis, mais ce phénomène n'est pas uniquement américain. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont réduit leur programme d'aide, contrairement à l'Union européenne. Je trouve cela très significatif. Les réductions d'aide aggravent le problème. Je souhaite attirer votre attention sur un point. De nouvelles recherches du Center for Global Development, qui est une organisation très respectée, ont déjà montré que les réductions de l'aide de l'année dernière ont entraîné une augmentation de 5% du nombre de conflits en cours. C'est donc un cercle vicieux qu'il faut comprendre. Oui, il s'agit d'une crise politique, mais c'est aussi l'humanité la plus élémentaire qui s'est effondrée. Je ne veux pas laisser penser que le Hezbollah n'est pas responsable, car jusqu'à ce jeudi où j'enregistre, il tire toujours des roquettes sur Israël. Il est donc logique qu'Israël réagisse. Mais ce qui n'a pas de sens pour moi, c'est qu'Israël a répliqué par l'une des plus grandes frappes de cette guerre, juste après l'annonce d'un cessez-le-feu. Et nous avons également des rapports des médias israéliens qui laissent entendre que le Premier ministre israélien et l'administration israélienne n'étaient pas très satisfaits du cessez-le-feu. Donc, on peut très facilement voir qu'il semble qu'Israël essayait de faire quelque chose pour faire dérailler tout le cessez-le-feu et les négociations en cours. Voici ce que nous allons aborder. La confusion concernant le Liban. Regardez cette première déclaration du président Trump annonçant le cessez-le-feu. Nulle part dans cette publication le Liban n'est mentionné. Mais regardez maintenant cette publication du Premier ministre pakistanais, qui a joué un rôle très important dans les négociations. Le Pakistan est le médiateur entre les États-Unis et l'Iran. Et selon cette publication, vous pouvez le voir à la 3e ligne. Il y a un cessez-le-feu immédiat partout, y compris au Liban et ailleurs. Donc, selon cette publication, vous pouvez clairement voir que le Liban fait partie du cessez-le-feu. Et ces publications sont sorties bien avant tout échange de tirs des deux côtés. Maintenant, voici la publication. Cette publication est repartagée par les responsables iraniens qui disent « Regardez, même dans la publication initiale, tout le monde affirmait que le Liban faisait partie du cessez-le-feu. Et c'est pourquoi ce qu'Israël fait, c'est essentiellement rompre le cessez-le-feu. » Mais les responsables américains déclarent maintenant officiellement, en disant devant la caméra, que le Liban ne faisait en réalité pas du tout partie du cessez-le-feu. Voici une déclaration du vice-président J.D. Vance. Maintenant, avant de regarder cela, un petit rappel pour cliquer sur les boutons « J'aime » et s'abonner ci-dessous. Cela nous aide vraiment avec l'algorithme. Voici donc l'extrait. Je pense en fait qu'il y a beaucoup de négociations de mauvaise foi et beaucoup de propagande de mauvaise foi en cours. Je pense que cela vient d'un véritable malentendu. Je pense que les Iraniens pensaient que le cessez-le-feu incluait le Liban, mais ce n'était tout simplement pas le cas. Nous n'avons jamais fait cette promesse. Nous n'avons jamais laissé entendre que cela allait être le cas. Nous avons dit que le cessez-le-feu porterait sur l'Iran et concernerait les alliés américains, Israël et les États arabes du Golfe. Cela dit, les Israéliens, d'après ce que je comprends, encore une fois, je suis censé recevoir un rapport plus complet quand je monterai dans l'avion, ont en fait proposé, franchement, de se modérer un peu au Liban parce qu'ils veulent s'assurer que notre négociation aboutisse. Ce n'est pas lié au cessez-le-feu.
Les Israéliens veulent nous mettre dans les meilleures conditions pour réussir. Nous verrons comment cela évolue dans les prochains jours. Mais écoutez, si l'Iran veut laisser cette négociation échouer, dans un conflit où il subissait de lourdes frappes à cause du Liban, ce qui n'a rien à voir avec eux, et dont les États-Unis n'ont jamais dit qu'ils faisaient partie du cessez-le-feu, c'est en fin de compte leur choix. Nous pensons que ce serait stupide, mais c'est leur choix. C'est le même message que le président Trump lui-même a répété. Même le porte-parole de la Maison-Blanche l'a répété devant tous les journalistes. En gros, les États-Unis disent que le Liban ne faisait pas partie du cessez-le-feu. L'Iran dit que si. Et bien sûr, à cause de cela, il semble y avoir une certaine confusion quant à savoir si le cessez-le-feu va durer ou non. Heureusement, jeudi matin, il semble que le cessez-le-feu tienne toujours. Mais le test important du cessez-le-feu viendra demain, ou je suppose techniquement cette nuit, heure américaine, car c'est à ce moment-là qu'il sera le matin à Islamabad, au Pakistan. Une rencontre en personne est prévue entre des délégations américaines et iraniennes. Si l'Iran y participe, cela montre leur volonté de poursuivre les négociations. Si l'Iran ne se présente pas à cette réunion, cela signifie que le cessez-le-feu est essentiellement annulé. Maintenant, publiquement, l'Iran a déclaré qu'il annulerait la réunion si Israël continue d'attaquer le Liban. Mais d'après les rapports qui sortent, il ne semble pas que la réunion ait déjà été annulée. Encore une fois, cela ne veut peut-être pas dire grand-chose. Ce qui compte vraiment, c'est s'ils se présentent ou non, peu importe ce qu'ils disent. Mais au moins pour l'instant, il semble qu'ils soient toujours prévus pour venir. Maintenant, il y a beaucoup de Libanais, ou peut-être de partisans du Hezbollah, qui sont très en colère à ce sujet. Parce que de leur point de vue, il semble que les Libanais se font bombarder. Alors que l'Iran est prêt à détourner le regard et à continuer les négociations, parce que tout ce qui importe à l'Iran, c'est bien sûr l'Iran. Nous réclamons cela depuis longtemps. L'Iran ne se soucie pas du Liban et utilise le Hezbollah pour éloigner la guerre de son territoire. Malheureusement pour les Iraniens, ou malheureusement pour le régime iranien, cela a échoué de façon catastrophique. Mais maintenant, les gens réalisent quels étaient les objectifs de l'Iran pendant tout ce temps. Tout cela nous amène maintenant au plan de paix en 10 points que l'Iran a envoyé aux États-Unis avant qu'un cessez-le-feu ne soit conclu. Ensuite, dans sa déclaration publique, le président Trump a déclaré que le plan de paix en 10 points constituait une base très viable sur laquelle négocier. Beaucoup de gens ont alors cru que les États-Unis avaient déjà accepté tous les points de ce plan en 10 points. Mais ce n'est pas du tout ce que les États-Unis ont dit. Ce n'est pas du tout ce qu'a dit qui que ce soit du côté américain. C'est quelque chose que l'Iran a un peu mis en avant dans ses médias nationaux. Mais même l'Iran ne le dit pas publiquement à l'international. Mais devinez quoi ? Ce n'est même pas la partie la plus confuse. Ce qui prête à confusion, c'est qu'il n'y a pas un seul plan de paix en 10 points. Il y a 3 versions différentes du plan de paix en 10 points. Et la version que les États-Unis ont en fait jugée raisonnable est celle qui n'a jamais été rendue publique. Voici le vice-président J.D. Vance qui en parle à nouveau. Je pense qu'il est essentiel que les médias américains soient honnêtes avec le peuple américain sur cette question, car cela concerne non seulement la politique publique, mais aussi la paix et la guerre. Voilà ce que je veux dire. Donc ces derniers jours, j'ai vu beaucoup de reportages des médias américains sur la proposition en 10 points faite par les Iraniens. D'après ce que je sais, ayant été impliqué, j'ai vu au moins 3 propositions différentes en 10 points circuler. La première proposition en 10 points a été soumise, et nous pensons franchement qu'elle a probablement été rédigée par ChatGPT, puis soumise à Steve Witkoff et Jared Kushner. Elle a été aussitôt jetée à la poubelle et rejetée. Une seconde proposition en 10 points plus raisonnable reposait sur nos échanges. C'est la proposition en 10 points évoquée par le président dans sa publication sur Truth d'hier. Et puis, franchement, j'ai vu une 3e proposition en 10 points qui est encore plus maximaliste que la première et qui circule sur différents réseaux sociaux. Maintenant, ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que j'ai vu différents organes de presse comme le New York Times, CNN et d'autres reprendre et diffuser ces informations. La proposition originale en 10 points, basée sur pas grand-chose de plus qu'un inconnu en Iran, qu'il a soumise à une chaîne d'accès public en Iran. Ensuite, ils disent que cela reflète en quelque sorte la position du gouvernement lors des négociations. C'est l'équivalent de quelqu'un, disons, un conseiller municipal démocrate à Boise, Idaho, qui dit quelque chose de fou. La chaîne de télévision locale d'accès public reprend cette déclaration folle, puis le New York Times la présente comme la position du président des États-Unis. Ça n'a aucun sens. Ce qui se passe sur le terrain en Iran, c'est qu'on voit clairement que la position du gouvernement est de négocier avec les États-Unis d'Amérique.
La position du président des États-Unis est d'envoyer des négociateurs au Pakistan et de négocier de bonne foi. Oui, il y a quelques illuminés à la marge parmi les Iraniens qui font fuiter des informations anonymement par propagande, par embarras ou parce qu'ils n'ont pas aimé ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose dont nous avons un peu parlé. Pas trop. Mais il y a différentes factions à l'intérieur de l'Iran, au sein du régime, qui veulent des choses différentes. C'est pourquoi il était si important pour les États-Unis de déterminer qui détenait le pouvoir, puis de négocier avec cette faction ou cette personne. Comme le montre le rapport à l'écran, certains en Iran estiment encore que l'Iran ne doit pas négocier avec les États-Unis ni accepter un cessez-le-feu de 2 semaines. Certaines personnes sont des partisans du Hezbollah et veulent cela à cause de la frappe. D'autres veulent juste que la guerre continue. Beaucoup de commandants du CGRI ont gagné beaucoup plus de pouvoir sur la société iranienne dans son ensemble à cause de cette guerre et ils ne veulent pas que la guerre s'arrête. Ils veulent s'assurer que le CGRI soit la seule organisation qui reste debout une fois que tout sera terminé. Et ils veulent s'assurer de créer une sorte de dictature militaire à l'intérieur de l'Iran. L'Iran est déjà une dictature en ce moment, où le guide suprême est le dictateur. Beaucoup cherchent à instaurer une autre forme de dictature pour avoir plus de pouvoir. Donc en gros, tout cela pour dire qu'il y a différentes factions à l'intérieur de l'Iran, tout comme il y a différentes factions ici aux États-Unis. Je suis sûr qu'il y a différentes factions dans les pays européens. Chaque pays connaît ce genre de factions. Plusieurs factions ont des intérêts divergents. L'essentiel est ce qui se jouera lors des négociations demain, techniquement cette nuit aux États-Unis, et au matin au Pakistan. Cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous pour être informé dès que nous aurons plus d'informations sur les négociations, qu'elles aient lieu ou non. Si elles ont lieu, de quoi s'agit-il? Nous veillerons à faire une vidéo actualisée pour vous demain. Donc, je vous retrouve demain. Maintenant, pour comprendre pourquoi l'Iran agit comme il le fait en ce moment, nous devons revenir en arrière et voir comment l'Iran en est arrivé là aujourd'hui. Cela ne signifie pas simplement revenir à 1979 lorsque la révolution islamique a eu lieu. En fait, nous devons remonter encore plus loin, à l'époque où la dynastie Kadjar régnait sur l'Iran au XIXe siècle, et examiner comment les décisions prises par la classe dirigeante à cette époque affectent encore l'Iran aujourd'hui. Eh bien, devinez quoi? C'est ce que nous faisons dans notre podcast en plusieurs parties sorties aujourd'hui. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de l'Iran, et à la façon dont nous en sommes arrivés là aujourd'hui, allez absolument y jeter un œil. Vous pouvez le regarder en cliquant sur les liens dans la description ou simplement en cliquant sur l'écran de fin qui s'affiche. En gros, en cliquant sur la vidéo qui est sur votre écran.